Les Allemands surnommaient cette arme l'orgue de Staline, non pas en raison de sa musique, mais à cause de son hurlement, qui plongeait les soldats dans une stupeur animale. La température à l'épicentre de l'explosion était telle que le caoutchouc des roues fondait en flaques noires et que les moteurs en aluminium perdaient leur forme. 7 véhicules expérimentaux. Un secret de la plus haute catégorie. Chaque conducteur avait à portée de main un cordon pour faire sauter son propre véhicule. Il leur était interdit de se rendre. Ils n'avaient nulle part où battre en retraite. On les avait traqués dans les marais comme des loups. Que s'est-il passé cette nuit-là dans le village de Bogatyr, lorsque les munitions en manquaient? Et pourquoi n'a-t-on retrouvé aucun véhicule intact sur le lieu du combat, mais seulement des squelettes fondus? Voici l'histoire de la première frappe de la Katyusha. 14 juillet 1941, 15h15, nœud ferroviaire d'Orcha. Ce n'est pas une simple gare, c'est un caillot dans une artère de transport, engorgé de matériel allemand jusqu'à la gueule. Des convois de carburant, des plateformes chargées de chars, des bataillons d'infanterie qui devaient faire mouvement vers Smolensk 1 heure plus tard. Les Allemands se sentent maîtres des lieux. Ils ne se cachent pas. Ils fument, retroussent les manches de leurs uniformes, rient en couvrant le bruit des attelages. La profondeur de l'arrière-front leur semble une garantie d'immortalité. Pour eux, la guerre ici n'est que logistique, horaire de marche et repas chauds. Ils ne savent pas encore que leurs vies ont déjà été mesurées, pesées et traduites en chiffres secs sur des tables d'artillerie. Leur temps est écoulé. C'est simplement que les aiguilles de l'horloge n'ont pas encore rattrapé ce fait. Sur la rive escarpée du Dniepr, dans les broussailles épaisses, 7 camions ZIS-6 sont figés. C'est la batterie expérimentale du capitaine Ivan Flerov. Les hommes en position ne ressemblent pas à des héros d'affiche. Ils sont gris de poussière, leurs vareuses imprégnées de sueur et d'huile de machine. Une lourde odeur de métal surchauffé et de tabac bon marché flotte dans l'air. Pas de discours solennel, il n'y a que le travail. Un travail de destruction lourd, sale et mathématiquement précis. Les équipages savent que leurs camions ne transportent pas simplement des munitions. C'est un secret d'État de la plus haute importance. Des caisses de TNT sont fixées sur chaque véhicule pour l'autodestruction. L'instruction est simple et cruelle. Si l'ennemi approche de trop près, la batterie doit être réduite en poussière avec ses servants. La capture n'est pas envisagée. Il n'y aura pas de reddition. Cela pèse sur le psychisme bien plus lourdement que la proximité du front. Flerov regarde la carte, puis ses jumelles. Le secteur cible est défini. La distance est vérifiée. Une erreur d'1 millième au goniomètre à une telle distance donnerait un écart de plusieurs dizaines de mètres, mais la cible est trop vaste pour être manquée. La gare d'Orcha est une tâche ininterrompue. Goniomètre 300. La voix du pointeur est rauque, frôlant le fossé. Hausse 120, répond un autre servant. Niveau. Le capitaine Flerov ne voit pas des hommes, il voit des fonctions. Le chargeur est un mécanisme d'alimentation. Le pointeur est un mécanisme de coordination. Le conducteur est un mécanisme de livraison. Lui-même est la gâchette. Les nerfs sont tendus comme les câbles d'acier qui retiennent les rails de guidage. Les roquettes M13 regardent vers le zénith. 132 mm de mort dans chaque cylindre. Ce ne sont pas de simples tubes remplis de poudre. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie conçu pour l'effacement de zones. À l'intérieur de chaque projectile, près de 5 kg d'explosifs prêts à se disperser en 1000 éclats. Patrie! L'ordre de Flerov tranche l'air brûlant de l'été. Feu! L'amorce électrique ferme le circuit. Le courant court le long des fils jusqu'aux charges pyrotechniques à la queue des fusées. À cet instant, la physique l'emporte sur la tactique.
7 secondes. La salve dure exactement ce temps-là. Mais ces 7 secondes changent la notion même de guerre. Ce n'est pas le fracas habituel d'un coup de canon. C'est un grincement qui se mue en hurlement. Un son d'une telle fréquence et d'une telle force que les capillaires du nez des hommes à proximité éclatent et que les tympans refusent de percevoir la réalité. 112 comètes de feu s'arrachent des rails de guidage. Les camions ZIS-6 tanguent sur leurs ressorts comme des chaloupes dans la tempête, dansent sur leurs vérins, enfonçant le sol de leurs roues. Les flammes brûlent l'herbe sur des dizaines de mètres derrière les lanceurs, transformant instantanément les buissons en charbon. Une fumée noire et âcre de poudre à la nitroglycérine recouvre tout. Puis ce hurlement s'abat sur Orca. En bas, à la gare, personne n'a le temps de comprendre ce qui se passe. Pas de sifflement de bombes tombantes, pas de fumée sortant d'un canon. Le ciel s'effondre simplement sur la terre. 112 explosions se fondent en un grondement continu qui fait trembler le sol à des kilomètres de l'épicentre. Ce n'est pas un tir sur cible, c'est l'annihilation d'un carré. La roquette M13, en explosant, produit 135 éclats lourds. À la vitesse de 800 mètres par seconde, ces morceaux d'acier chauffés à blanc ne font pas que blesser. Ils transforment l'infanterie en une bouillie biologique mêlée de boue et d'éclats de traverse. Les fragments ne volent pas vers le haut. Ils rasent le sol, fauchant tout ce qui vit à la racine. La température au cœur de l'explosion grimpe instantanément. Les citernes de carburant détonnent, ajoutant à cet enfer des milliers de litres d'essence en feu. Orcha disparaît. À la place du nœud ferroviaire, il y a désormais une tornade de feu. Les lourds chars allemands sont retournés par l'onde de choc comme des jouets d'enfants. Les tourelles sont arrachées de leurs supports. Les plaques de blindage éclatent aux soudures. Les plateformes chargées de matériel se transforment en nœuds de métal tordus. Ceux qui étaient au centre ont disparu instantanément, évaporés, désintégrés en atomes. Ceux qui étaient sur les bords ont vu la fin du monde. L'effet psychologique est plus terrible que l'effet physique. Les Allemands, qui ont traversé l'Europe, vu le travail de l'artillerie lourde et les tapis de bombes, tombent dans une stupeur animale. Ce hurlement, ce maudit hurlement, suivi d'un mur de feu. Ils ne peuvent classifier la menace. Ce n'est pas de l'aviation. Ce ne sont pas des obusiers. C'est quelque chose de nouveau qui dépasse leur compréhension de la guerre. L'arme du jugement dernier. Sur les positions de la batterie, le silence teinte aux oreilles. La fumée retombe lentement. Les hommes se regardent avec des yeux sauvages. Leurs mains tremblent, non de peur, mais de surtension et de la retombée d'adrénaline. Ils sont eux-mêmes effrayés par ce qu'ils viennent de libérer. Il y a 7 secondes, c'était un bosquet paisible. Maintenant, c'est une calvitie brûlée sentant le soufre et le roussi. « Repliez les équipages !» La voix de Flerov sonne sourde, comme étouffée par du coton. Pas le temps d'inspecter les résultats. Pas le temps pour les félicitations. Le résultat se comprend à la colonne de fumée noire qui monte à l'horizon, là où se trouvait la gare. Maintenant, le chronomètre de la survie s'enclenche. Les Allemands vont vite reprendre leurs esprits. La Luftwaffe va faire décoller ses escadrilles. L'artillerie va commencer à tâter le secteur. L'arme secrète s'est révélée. La chasse va commencer. La chasse la plus massive de l'histoire de ce secteur du front. La mécanique des gestes est rodée jusqu'à l'automatisme. Vérins relevés, housses sur les rails. Les conducteurs sautent dans les cabines, démarrant les moteurs. Les IS, encore chauds de la salve, rugissent en crachant leur gaz d'échappement. Il faut partir, disparaître, se dissoudre dans les forêts
avant que les observateurs allemands ne transmettent les coordonnées de ce petit coin de terre. Flerov jette un dernier regard vers Orcha. Là-bas, une mer de feu fait rage. Il comprend. L'ancienne guerre n'existe plus. Désormais, la guerre est un processus d'ingénierie transformant le paysage en décor lunaire. Et il est l'ingénieur en chef de ce processus. « Mouvement !» ordonne le capitaine. La colonne s'élance, laissant derrière elle l'herbe fumante et le début d'une légende qui leur coûtera la vie. Ils n'ont que quelques minutes pour devenir des fantômes. La course contre la mort a commencé. La colonne s'enfonce dans la forêt, et cette forêt semble non pas un salut, mais un labyrinthe vert sans issue. La route sous les roues n'est pas de l'asphalte, c'est un mélange de sable, d'argile et de racines qui tuent les suspensions. Les camions ZIS-6 hurlent en vitesse courte. Les 73 chevaux du moteur sont catastrophiquement insuffisants pour le poids qu'on a chargé sur le châssis. Le véhicule est en surcharge. Le centre de gravité est déplacé vers le haut à cause de la structure massive du lanceur. À chaque virage, le camion gîte, menaçant de verser dans le fossé. Les conducteurs s'agrippent au volant jusqu'à s'en blanchir les jointures, sentant dans leur dos la mort qui oscille derrière la cabine. Ce n'est plus un simple moyen de transport. C'est un paradoxe d'ingénierie. D'un côté, une simplicité géniale. Prenez un rail, soudez-y des guides, posez-le sur un châssis de camion et vous obtenez une mobilité inaccessible à l'obusier classique. De l'autre, c'est une fragilité artisanale. Le ZIS-6 est un forçat des chantiers civils, pas un char de combat. Il n'a pas de blindage, la cabine est en bois, recouverte de tôle. Une rafale de mitrailleuses allemandes la traversera de part en part, transformant le conducteur et le commandant en passoires, tout comme le tableau de bord. Un éclat de mortier touchant le réservoir transformera le véhicule en torche en quelques secondes. Et à l'arrière, dans la benne, reposent les roquettes de réserve. Si elles détonnent, il faudra mesurer le cratère en dizaines de mètres. Mais le plus effrayant n'est pas ce qui peut venir de l'extérieur. Le plus effrayant est ce qui est fixé à l'intérieur. Sur le châssis de chaque machine, près des réservoirs et à la base des rails, sont installées des charges spéciales. 2 caisses en bois. À l'intérieur, 30 kg de TNT pressé. Ce n'est pas une munition pour l'ennemi, c'est une police d'assurance pour le secret. Le chef de pièce a dans la cabine, à portée de main, un pupitre de commande de mise à feu, ou, dans le pire des cas, une mèche lente. L'instruction du commissariat du peuple à la défense ne laisse aucune place à l'interprétation. En cas de menace de capture, détruire. L'équipage chevauche une bombe à retardement, où le compte à rebours est la distance qui les sépare des chars allemands. Il fait lourd dans la cabine du véhicule de tête. L'odeur d'essence se mêle à celle de la sueur et du tabac fort. Le sergent conducteur, sans quitter des yeux l'ornière défoncée, lance une phrase brève au pointeur assis à côté. Ça passe difficilement. Les ressorts sont à la limite. Si l'essieu casse, on est bloqué. Le pointeur, un jeune gars au visage barbouillé de suie, jette un coup d'œil à la boîte noire sous le siège. Si on reste bloqué, on appuie. Tu appuieras? Le conducteur change de vitesse dans un craquement, la machine tressaute. Tu n'as pas envie de vivre? Les ordres sont les ordres. Flerov a dit « Ne même pas laisser un écrou aux Allemands. » Des écrous. Nous aussi on sera éparpillés comme des écrous. 30 kilos de TNT. Il n'y aura même rien à enterrer. Juste un trou et de la fumée. Ils savent ce qu'ils transportent, mais ils ne connaissent pas le nom de l'arme. Le mot « Katyusha » n'est pas encore né. Il apparaîtra plus tard, dans les lettres et les légendes. Pour l'instant, c'est un « article », un indice secret dont la divulgation vaut l'exécution immédiate.
Les soldats des autres unités regardent la colonne avec suspicion. Les véhicules sont toujours bâchés, même aux haltes, même loin à l'arrière. La garde chasse les curieux à coups de crosse. Leurs propres fantassins chuchotent que les artilleurs transportent des tuyaux de l'enfer ou des pontons. Cet isolement pèse. Tu es parmi les tiens, mais tu es un étranger. Tu es porteur d'un secret qui pèse plus lourd que l'installation elle-même. La conception du BM13 est le triomphe du fonctionnalisme sur l'esthétique. Le bloc de rail est un treillis soudé de profilés en U et en I. Aucune hydraulique, seulement des commandes manuelles de pointage. Le mécanisme de rotation est grossier, exigeant de la force physique. Pour pointer l'installation, il faut tourner des volants, s'écorchant les paumes. La précision, une notion relative. La dispersion des projectiles à une distance de 3 km atteint des centaines de mètres sur le front. Mais c'est là tout l'intérêt. Ce n'est pas un fusil de précision. C'est un fusil de chasse de calibre 132 mm. La tâche du système n'est pas de toucher un char, mais de couvrir l'hectare de terre sur lequel ce char se trouve. L'asphalte est fini depuis longtemps. Désormais, ce ne sont que des sentiers forestiers. La vitesse de la colonne tombe à 10 km/h. Les moteurs chauffent. Les conducteurs regardent les jauges de température avec la même anxiété que le ciel, où des Messerschmitt peuvent apparaître à tout moment. La surchauffe du moteur signifie l'arrêt. L'arrêt signifie le retard. Le retard signifie la mort. Ici, on n'abandonne pas le matériel pour partir à pied. Ici, le matériel, c'est toi. Tu y es soudé par le devoir et 30 kg d'explosifs. Flerov roule dans une voiture légère, tantôt dépassant la colonne, tantôt la laissant passer devant. Il voit les visages de ces hommes. Ils sont épuisés. Leurs mains tremblent après la salve d'Orca. Ils viennent de tuer des centaines de personnes et réalisent maintenant qu'ils sont devenus la cible prioritaire pour tout le groupe d'armées centre. Le renseignement allemand travaille vite. Les interceptions radio ont déjà enregistré la panique sur les ondes de la Wehrmacht. Berlin exige des explications. Qu'est-ce qui a brûlé la gare? Où est cette arme? Qui la commande? Derrière chaque virage de la route, une embuscade semble se profiler. La forêt, qui devrait protéger, ressemble à un piège. Les branches frappent les pare-brises comme des fouets. Tu entends? Le conducteur du deuxième véhicule se tend. Quoi? Un grondement. On dirait l'aviation. Ne porte pas la poisse. C'est le vent dans les pins. Non, c'est un moteur. Lourd. Un Junkers arrive. Le son enfle. Le bourdonnement bas et vibrant des bombardiers. Il les cherche. Il peigne les secteurs, guettant les silhouettes caractéristiques des camions avec des rails sur le toit. L'ordre se transmet le long de la chaîne sans radio, par la voix et les gestes. « Air! À couvert !» Les lourds zis, brisant les buissons, quittent le chemin pour se mettre sous la frondaison des arbres. On coupe les moteurs. Le silence tombe instantanément, et dans ce silence, on n'entend que le métal qui refroidit et l'avion allemand qui vrombit quelque part au-dessus de la cime des épicéas. Les hommes sont assis dans les cabines, immobiles. La main du chef de pièce se pose sur l'interrupteur du détonateur. Si le pilote les repère, si l'attaque au sol commence, ils ne s'enfuiront pas. Ils feront sauter les véhicules. Avec eux. Ce n'est pas de l'héroïsme au sens livresque. C'est la logique sèche et implacable de la guerre. Le secret de la technologie est plus important que la vie de l'équipage. Plus important que la vie du capitaine. Plus important que tout. Il est passé, expire le pointeur, quand le grondement s'éloigne vers l'ouest. « Il est passé !» répond en écho le conducteur, essuyant la sueur de son front
avec une manche huileuse. « Démarre, il faut atteindre le passage avant la nuit. » La clé tourne dans le contact. Le démarreur gémit péniblement, entraînant le vilebrequin. Le moteur tousse et prend. La vibration traverse à nouveau le châssis, se répercutant dans la colonne vertébrale des hommes. La colonne rampe sur la route, la cargaison de 200 tonnes de secrets poursuit son chemin. Ils n'ont pas de point de destination final. Leur itinéraire est la ligne de front, qui se déchire et se déplace constamment. Ils n'ont qu'un ordre, un plein d'essence et une caisse de TNT sous le siège. Et la conscience que le prochain arrêt pourrait être le dernier. Devant, l'inconnu, derrière, les cendres d'Orcha. Et entre ces deux points, 7 camions qui transportent dans leurs bennes l'avenir de la guerre. L'infanterie allemande sur le front de l'Est, en juillet 1941, était déjà habituée au bruit de la guerre. Il distinguait le sifflement d'une bombe d'avion de 100 kilos qui tombe, le claquement sec d'un coup de fusil et le grondement lourd et rythmé de l'artillerie obusier soviétique. Chaque son avait son algorithme de salut. Sifflement, on se couche, grondement, on s'enterre. La guerre était une symphonie de calibre prévisible, où un soldat expérimenté avait une chance de survivre s'il respectait les règles. Mais ce qui s'est passé près d'Orcha, et qui a commencé à se répéter sur d'autres secteurs du front, a brisé ce schéma. D'abord venait le son. Ce n'était ni un sifflement ni un fracas, c'était un hurlement. Un grincement basse fréquence, vibrant, rappelant le bruit que ferait une énorme armoire métallique traînée sur du verre, amplifiée 1000 fois. Il ne montait pas progressivement, il s'abattait d'un coup, remplissant tout l'espace, faisant vibrer les dents et serrant les entrailles d'un spasme glacé. Les soldats allemands dans les tranchées levaient la tête. Aviation ? Aucune silhouette dans le ciel. Percée de chars. La terre tremble, mais on n'entend pas de moteur. Ce hurlement ne durait que quelques secondes, mais le psychisme humain les étirait en heures. C'était une attaque psychoacoustique. Le son naissait de l'écoulement des gaz de poudre par les tuyères des roquettes. Mais pour ceux qui étaient tapis dans les tranchées, c'était la mort elle-même qui hurlait. Puis commençait l'enfer auquel on ne pouvait survivre. Un obus d'artillerie classique, en frappant le sol, s'enfonce généralement dans la terre avant que la fusée ne se déclenche. Une grande partie de l'énergie de l'explosion et des éclats part dans le sol, projetant des geysers de boue. Cela laisse une chance. Si vous êtes couché au fond d'une tranchée, les éclats passeront au-dessus de vous. La roquette M13 fonctionnait différemment. En raison de sa forme allongée et de sa balistique spécifique, elle arrivait souvent sur la cible avec un angle et détonnait presque instantanément au contact de la surface. Parfois, les fusées se déclenchaient même en effleurant des branches d'arbres. Cela changeait la physique de la destruction. Les éclats ne partaient pas vers le ciel et ne s'enterraient pas dans l'argile. Ils rasaient le sol. Des milliers de morceaux de métal dentelés et chauffés à blanc volaient horizontalement à une hauteur de 50 cm à 1 mètre du sol. C'est ce qu'on appelle un champ d'éclats à destruction continue. Vitesse de dispersion, 800 mètres par seconde. À une telle vitesse, un morceau de métal de quelques grammes possède l'énergie cinétique d'une balle de gros calibre. Il ne se contente pas de percer la chair, il arrache des morceaux de corps, broie les os en farine, sectionne les membres. Il n'y avait pas de salut dans les tranchées ouvertes. Les éclats regardaient par-dessus les parapets, ricochaient sur les parois des tranchées, créant un hachoir dans un espace clos. L'infanterie, habituée à considérer la tranchée comme un abri sûr, se retrouvait prise au piège. Ceux qui tentaient de courir mouraient instantanément. Ceux qui restaient couchés mouraient une seconde plus tard. C'est alors, dans les premières semaines d'utilisation, qu'est né ce surnom.
l'orgue de Staline. Les Allemands n'ont pas nommé l'installation ainsi par amour de la musique. Visuellement, le bloc de rails rappelait les tuyaux d'un orgue d'église. Mais le principal, c'était le son. L'onde sonore était d'une telle densité que de nombreux soldats survivants, mais commotionnés, avaient les oreilles en sang. Les tympans ne résistaient pas à la différence de pression. Les hommes devenaient fous, non pas au figuré, mais au sens propre. Dans les hôpitaux de campagne de la Wehrmacht sont apparus des patients qui n'avaient pas une égratignure, mais qui restaient assis, se balançant d'avant en arrière, se bouchant les oreilles avec les mains, continuant d'entendre ce hurlement dans leur tête. Au quartier général du groupe d'armées Centre, des rapports paniqués ont commencé à affluer. Les officiers de la Wehrmacht, hommes à l'éducation militaire pragmatique, ne trouvaient pas de termes pour décrire ce qui se passait. Dans l'un des rapports interceptés, après une frappe de la batterie de Flerov, le langage administratif sec du compte-rendu allemand dérapait vers la description de l'apocalypse. Perte en personnel dans le carré 4-7, 100%. Matériel détruit. Chars en feu. Canons fondus. État psychologique des survivants dans les secteurs voisins critiques. Les soldats refusent de retourner sur les positions. Les Russes ont utilisé un canon lance-flammes automatique multitube d'un système inconnu. L'effet de destruction dépasse toutes les normes connues. Fondu. C'est ce mot qui effrayait le plus le commandement. L'effet de souffle de la roquette M13 se doublait d'une température monstrueuse. Lors d'une salve de bataillon, sur une surface de quelques hectares, une zone de combustion totale se créait. La température à l'épicentre des explosions grimpait à des centaines de degrés. Le caoutchouc des pneus coulait sur le sol en flaques noires. La peinture sur les blindages bouillait en faisant des bulles. Les pièces en aluminium des moteurs perdaient leur forme. Ce n'était pas seulement l'énergie cinétique de l'impact, c'était une tempête thermique. Les Allemands ne comprenaient pas comment lutter contre cela. Ils n'avaient pas d'équivalent. Leur mortier à 6 tubes, Nebelwerfer, tirait avec précision, mais pas loin, et n'avait pas une telle densité de feu. La Katyusha russe n'était pas une arme de précision. C'était une arme de zone. Elle n'avait pas besoin de toucher une casemate de mitrailleuse spécifique. Elle effaçait simplement le carré de carte dans lequel se trouvait cette casemate, avec la forêt, l'herbe, la couche supérieure du sol et le mitrailleur lui-même. La peur des orgues devint un facteur stratégique. Il suffisait d'une rumeur sur l'apparition des machines infernales sur un secteur du front pour que la ténacité de la défense allemande s'effondre. Les commandants de régiment exigeaient un soutien aérien immédiat au moindre soupçon du vrambissement caractéristique des camions. La chasse aux mortiers à réaction devint une idée fixe. Pour chaque exemplaire détruit, on promettait la croix de fer, une permission et de l'avancement. Mais attraper le fantôme était presque impossible. Et sur le sol, ne restaient que les conséquences. Un désert noir et labouré, là où, 1 heure plus tôt, il y avait une forêt. Des carcasses de véhicules tordus, ressemblant à des squelettes de bêtes préhistoriques. Et des cadavres. Des cadavres impossibles à identifier, parce que la rafale d'acier ne laissait rien d'entier. Ce n'était pas un travail d'orfèvre, mais de boucher. Une physique de destruction grossière, sale, mais absolument efficace, traduite dans la langue de la production de masse de la mort. Et cette langue, les Allemands commençaient à ne la comprendre que trop bien. La guerre de l'artilleur est habituellement une science de la statique. Choix de la position, creusement de caponnières, camouflage avec des filets, longues heures de calcul avec la règle à calcul et la planchette. Une batterie d'obusiers peut rester au même endroit des semaines, s'enracinant dans la terre avec des douilles et des boîtes de conserve vides. Mais pour les hommes du capitaine Flerov, la statique est devenue synonyme de mort.
Ils ont inventé un nouveau type de travail de combat, où la géographie change plus vite que les tubes ne refroidissent. Leur tactique tient en 3 verbes: frapper, replier, disparaître. Ce n'était pas une guerre de position, c'était une guerre de chronométrage. Dès que la dernière, la 16e roquette quitte le rail, la position cesse d'être secrète. 7 camions ayant tiré 112 roquettes soulèvent dans l'air non pas un simple nuage, mais un véritable champignon de poussière. La terre sèche, soulevée par les jets réactifs, reste suspendue dans l'air en un rideau dense, visible à 10 km. Pour les observateurs d'artillerie allemands, c'est l'équivalent d'une fusée rouge tirée verticalement. Ce sont des coordonnées exactes. C'est une invitation au meurtre. « Repli! Marche !» L'ordre retentit avant même que l'écho des explosions ne s'éteigne au loin. Aucune évaluation des résultats. Pas de jumelles pour regarder brûler les convois allemands. Chaque seconde de trop sur la position rapproche la probabilité d'une riposte de 100%. L'artillerie allemande travaille avec précision. Ils ont 3, maximum 4 minutes pour calculer le carré et le couvrir d'un feu de contre-batterie. Flerov a 2 minutes pour quitter ce carré. Ici commence le bagne physique. L'installation BM-13, en position de route et en position de combat, ce sont 2 machines différentes. Pour tirer, il faut baisser les vérins, délestant les ressorts, sinon le balancement faussera la visée. Pour repartir, il faut relever les vérins. Il n'y a pas d'hydraulique. Il y a un filetage, une manivelle et la force musculaire de 2 hommes pour chaque appui. Les servants tournent les poignets à une vitesse folle, s'écorchant la peau, inondant le métal de sueur. Les vis grincent, rentrant à contre-cœur dans leur logement. Le camion s'affaisse lourdement sur ses roues. « Prêt !» crie le chargeur, en jetant la manivelle dans la benne. « Au véhicule !» Le ZIS-6 n'est pas un bolide de course. C'est un lourd camion à 3 essieux, avec un moteur de 73 chevaux. Cela suffit à peine pour traîner le véhicule lui-même, l'installation, l'équipage et cette fameuse caisse de TNT. Le conducteur écrase la pédale d'accélérateur au plancher, pressant tout le jus du moteur. La machine rugit, patinant dans le sable, prend lentement de la vitesse. 5 km/h. 10. 15. On a l'impression qu'il rampe plus qu'il ne roule. Il ne fuit pas seulement l'artillerie, il fuit l'aviation. La Luftwaffe a ouvert la saison de chasse. Les pilotes allemands ont reçu des instructions claires. Chercher les camions avec des rails sur le toit. Pour la destruction d'une telle machine, une récompense immédiate est prévue. Les Messerschmitt et les Junkers allemands patrouillent les routes, peignent les clairières, restent suspendus au-dessus des passages. Pour un aviateur, la colonne de Flerov est une proie de choix. Sans défense, lente, bourrée d'explosifs. Une seule touche réussie au canon d'aviation et le camion se transformera en une boule de feu visible depuis l'espace. Dans la cabine du 2e véhicule, le conducteur, agrippé au volant, hurle à son coéquipier à travers le rugissement du moteur. « Regarde le ciel! Pas la route! Regarde le ciel !» Le coéquipier s'est penché par la fenêtre jusqu'à la taille, risquant de tomber sur les bosses. Le vent contraire lui fouette le visage de poussière et de moucherons. Ses yeux fouillent l'abîme bleu. « Rien pour l'instant. Fonce, Serge, fonce! Il chauffe la vache, l'eau bout! On s'en fout de l'eau. Si on s'arrête, on brûle. » Les véhicules volent sur le chemin de terre, sautant sur les racines. La structure du lanceur à l'arrière tremble de partout. Le métal cliquette contre le métal. On dirait que sous ces secousses, les soudures vont lâcher et que la construction va s'effondrer directement sur la route. Mais la soudure soviétique tient, grossière, laide, mais fiable. La tactique « frapper et fuir » transforme leur vie en une course sans fin. Ils sont les fantômes des routes. Ils surgissent de nulle part,
abattent sur l'ennemi des tonnes de feu et se dissolvent dans les forêts avant que l'adversaire n'ait le temps de tourner les tourelles de ses chars. Les Allemands les appellent l'artillerie fantôme. Ils ne peuvent pas repérer la batterie avec les stations de repérage par le son. Le bruit de la salve est trop court et puissant. Il sature les membranes des instruments. Ils ne peuvent pas les couvrir par un feu de contre-batterie. Les obus tombent dans le vide, labourant une terre que les camions ont quittée 5 minutes plus tôt. Mais la chance est une ressource épuisable. L'un des véhicules prend du retard, surchauffe. Un filet de vapeur s'échappe du capot. Le conducteur frappe du poing sur le tableau de bord, jurant entre ses dents. « Allez, ma belle, allez, pas maintenant !» D'en haut, on entend un grondement croissant. Le son aigu et haut d'un moteur d'avion en post-combustion. « Messere, à gauche, à 3 heures !» Le cri de l'observateur couvre le bruit du moteur. Une silhouette de prédateur au bout d'ailes jaunes tombe des nuages, piquant vers le sol. L'aviateur voit le camion solitaire rampant sur la route. Il voit l'étrange construction dans la benne. Il comprend ce que c'est. Le doigt de l'Allemand se pose sur la détente. Le conducteur du ZIS fait la seule chose possible. Il braque violemment à droite, dirigeant le véhicule droit dans les broussailles épaisses, vers l'ombre salvatrice des arbres. Le camion gîte, craque dans les branches, brise de jeunes bouleaux avec son pare-choc. Une rafale de canons d'aviation passe sur la route, soulevant de petits geysers de poussière là où, une seconde plus tôt, se trouvaient les roues. Trop tard. Le camion a disparu sous les frondaisons. L'aviateur manque sa cible, repart pour un deuxième tour, mais la cible est déjà perdue dans la mer verte du feuillage. Dans la forêt, c'est calme. Juste le cliquetis du moteur qui refroidit et la respiration lourde des hommes. Ils sont vivants. Encore une fois. Flerov rassemble les chefs de véhicules pour une brève réunion. Les cartes sont étalées directement sur le capot. Les visages sont gris de poussière, les yeux enflammés par le manque de sommeil. On change de secteur. Ici, on est repéré. Le doigt du capitaine trace une ligne sur la carte à travers les marais. On passera par là. Il n'y a pas de route, mais il n'y a pas d'Allemands non plus. Il faut des chemins de rondins, camarade capitaine. On va noyer les camions. On ne les noiera pas. On les portera à bras. Mais on ne peut plus prendre les routes. Le ciel est fermé. Ils deviennent plus que de simples artilleurs. Ils deviennent des partisans sur camions. Ils apprennent à camoufler les véhicules, de telle sorte qu'à 5 mètres, on ne les distingue pas d'un ouastier. Ils apprennent à se déplacer la nuit, au toucher, sans phare, en s'orientant sur un chiffon blanc attaché au haillon arrière du véhicule précédent. Ils apprennent à dormir par bribes de 15 minutes, assis dans les cabines. Cette course épuise le matériel et les hommes. Mais elle donne des résultats. Chacune de leurs salves est une surprise. Une terrible surprise, qui brise l'offensive allemande ici et là. Et chaque fois qu'un général allemand pointe sa baguette sur une carte et hurle sur ses subordonnés, exigeant la destruction de ces maudits tuyaux, la colonne du capitaine Flerov cahote déjà quelque part à 30 km du lieu de la frappe, se frayant un chemin à travers un nouveau fourré pour redevenir un cauchemar sans adresse. Octobre 1941 a apporté avec lui un ennemi que l'on craignait tout autant que les coins blindés de Guderian. La Rasputitsa d'automne est arrivée. Les routes, qui hier encore étaient des artères de vie, se sont transformées en un piège collant et clapotant. Le mélange d'argile, de terre noire et d'eau glacée est devenu ce fameux général Boue, qui a mis sur un pied d'égalité les technologies de la Wehrmacht et l'obstination de l'Armée rouge. Mais pour la batterie expérimentale du capitaine Flerov, cela signifiait la catastrophe. L'opération Typhon s'est refermée comme un piège en acier. Le chaudron de Vyazma, ce n'est pas un simple point sur la carte, c'est un hachoir géant dans lequel sont broyées divisions et armées. Plus de liaison avec le commandement.
le front en tant que ligne continue n'existe plus. Il n'y a que des foyers de résistance et un océan de troupes allemandes coulant vers Moscou. Et au milieu de ce chaos, 7 lourds véhicules, chargés d'un secret d'importance nationale, meurent lentement dans la boue automnale. Le mouvement ne se fait plus que la nuit. Le jour, le ciel appartient à la Luftwaffe. Mais même la nuit, avancer est presque impossible. Les camions ZIS-6, surchargés par les lanceurs et les munitions, s'enfoncent jusqu'au pont tous les 100 mètres. L'élégante pensée d'ingénierie, mettre l'artillerie sur roue, se brise contre la rude géographie du marais russe. Les roues tournent impuissantes, polissant l'argile liquide, projetant des fontaines de boue, mais la machine n'avance pas, elle coule. Les hommes se sont transformés en bêtes de somme. Artilleurs, pointeurs, conducteurs, tous s'attellent au câble. Ils poussent, tirent, glissent des branches et leurs propres manteaux sous les pneus. Les bottes glissent, les mains s'engourdissent dans la gadoue glacée. La respiration s'échappe en nuages de vapeur blanche. Ce n'est plus une marche, c'est l'agonie de la mécanique et de la volonté humaine. 1, 2, tirez! Encore! Le cri rauque du sergent se noie dans le bruit de la pluie et le hurlement poussif des moteurs. Carburant. Ce mot sonne plus terriblement que « encerclement ». Les réservoirs se vident. Pas de station-service, pas de service d'arrière. Chaque goutte d'essence vaut son pesant d'or. Les conducteurs siphonnent les restes des réservoirs des camionnettes détruites sur les bas-côtés, filtrent ce liquide trouble à travers des chiffons, espérant que les moteurs ne s'étoufferont pas. La consommation de carburant dans de telles conditions est monstrueuse. 1 litre au kilomètre, 2 litres, 3. Les aiguilles de niveau de carburant rampent inexorablement vers le zéro. Le capitaine Flerov comprend. Ils sont dans la nasse. L'anneau s'est resserré. Il déploie sa carte sur son genou, l'éclairant avec une lampe de poche prise à l'ennemi, masquée par sa main. La carte est inutile. Elle montre des lignes de défense qui n'existent plus. Des villages marqués comme étant les nôtres, accueillent par le feu des mitrailleuses allemandes. Les forêts qui devraient servir d'abri grouillent de groupes de diversion. Il regarde ces hommes. Ils sont noircis de fatigue et de boue. Leurs yeux sont enfoncés. Ils n'ont pas dormi depuis 3 jours. Mais ils n'abandonnent pas les camions. Ils savent qu'abandonner la Katyusha, c'est trahir non seulement le serment, mais aussi le bon sens. Laisser une telle technologie à l'ennemi est un crime que même la mort ne peut expier. Camarade capitaine, la voix du lieutenant est basse, presque un chuchotement. Devant, Spas Demensk. Les éclaireurs sont revenus. Il y a des Allemands. Et à droite, des Allemands aussi. Infanterie motorisée. On a vu des blindés. Derrière, la queue de la colonne a entendu des aboiements de chiens et parlé allemand. On nous suit. Flerov se tait. Il essuie ses lunettes embuées. La situation est limpide. On les a traqués comme des loups vers les drapeaux rouges. L'espace de manœuvre a disparu. Il reste un couloir étroit à travers les marais et les villages perdus, menant nulle part. Dans l'ébène des camions repose la mort sous 2 apparences. Des roquettes pour l'ennemi et des caisses de TNT pour soi. Les équipages vivent avec la conscience d'être assis sur une chaise électrique dont le destin tient l'interrupteur. Le froid pénètre jusqu'aux os, mais pas à cause du vent, à cause de ce savoir. Chaque fois que le véhicule patine, que le moteur tousse, le cœur rate un battement. Si le véhicule s'arrête définitivement, il faudra le faire sauter. « Combien de roquettes reste-t-il » demande sèchement Flerov. « Pour une salve incomplète. Économisez. Tirez seulement à bout portant, seulement à coup sûr.
La tactique « frapper et fuir » ne fonctionne plus, car il n'y a nulle part où fuir. Maintenant, c'est une course pour la survie, où la ligne d'arrivée est la ligne de front, repoussée vers l'est de centaines de kilomètres. Ils sont seuls. Dans toute cette nuit immense et froide, remplie de troupes ennemies, il n'y a que 7 camions russes et une poignée d'hommes décidés à ne pas se rendre. La forêt pèse par son silence. C'est un silence trompeur. Il cache le cliquetis des chenilles et une langue étrangère. La tension psychologique atteint sa limite. On dirait que chaque arbre les regarde avec la lunette d'un fusil de précision. Les soldats sursautent au craquement d'une branche cassée. Les nerfs sont amincis comme de vieux fils électriques. Dans la cabine du véhicule de tête, le conducteur et le commandant ne parlent pas. Il n'y a rien à dire. Tout est clair sans mots. Ils écoutent le moteur. Tant qu'il tourne, il y a de l'espoir. Tant que les roues tournent, ils sont vivants. Si on bute sur quelque chose, commence le conducteur, regardant l'obscurité devant le capot. Je sais, le couple commandant, en posant la main sur le corps froid du détonateur. Ne flanche pas, on fera ça proprement. Ils approchent du village de Bogatyr. Le nom sonne comme une moquerie. Il n'y a pas de héros légendaires ici, seulement des hommes épuisés et du fer à la limite de la résistance. L'obscurité est si dense qu'on pourrait la couper au couteau. La pluie ne cesse pas une minute, lavant les traces, mais ne lavant pas la fatigue. Flerov le sent dans sa chair. Le dénouement est proche. Le nœud coulant est définitivement serré. Il n'y a plus d'option de contournement, plus de sentier salvateur. Devant, un barrage. Derrière, la poursuite. La logique de la guerre les a acculés dans une impasse dont il n'y a qu'une seule sortie. Verticalement vers le haut, avec la fumée et les flammes. Mais tant qu'il y a un mètre de terre sous les roues, ils ramperont. Parce qu'ils sont artilleurs. Leur dieu est la balistique, et elle ne pardonne pas l'arrêt. « En avant !» ordonne le capitaine. Doucement, sans lumière. La colonne s'engage dans la noirceur de la nuit, à la rencontre de son destin. Les moteurs tournent à bas régime pour ne pas faire de bruit. Mais ce son dans la forêt nocturne semble quand même être un tonnerre. Les 7 secondes d'enfer qu'ils offraient à l'ennemi tous ces mois leur reviennent maintenant sous la forme de 7 heures d'attente de la fin. Nuit du 6 au 7 octobre 1941. Village de Bogatyr. Le nom sur la carte n'est qu'un ensemble de lettres. Mais dans la réalité, c'est un goulot étroit, coincé entre les marais et la forêt. La colonne entre dans le village. Calme. Trop calme pour une zone de front. L'obscurité est telle que les conducteurs ne voient que les feux de position du véhicule précédent, et encore à peine. 7 camions ZIS-6 se faufilent dans la rue principale, fendant la boue de leurs roues. Les moteurs tournent à mi-puissance, essayant de ne pas briser le silence qui est déjà tendu comme une corde avant la rupture. Le piège se referme instantanément. D'abord, le son. Le claquement sec d'une charge pyrotechnique dans le ciel. Une fusée éclairante s'allume au-dessus de la colonne. Une lumière de magnésium, blanche comme la mort, inonde la rue, arrachant à l'obscurité les silhouettes des véhicules, l'éclat du métal mouillé des rails et les visages figés des hommes. Après la lumière, vient le plomb. Les mitrailleuses allemandes frappent des 2 côtés, perçant d'un feu croisé les flancs en bois des cabines et la bâche des bennes. Les traceuses dessinent des lignes de feu, se plantant dans le matériel. Les vitres éclatent, projetant des éclats au visage des conducteurs. Les radiateurs sont percés, l'eau bouillante jaillit sur le sol, se mêlant à la boue. C'est une embuscade.
Une embuscade totale, intelligemment organisée. Les Allemands attendaient. Ils connaissaient l'itinéraire. « Au combat !» La voix du capitaine Flerov couvre le crépitement des mitrailleuses. « Tir direct !» Dans les manuels d'artillerie, la notion de tir de roquette à bout portant n'existe pas. Le BM-13 est conçu pour des frappes au-delà de l'horizon, sur des zones, à des kilomètres de distance. Mais les manuels ont été écrits en temps de paix. Maintenant, ce sont les lois de la survie physique qui s'appliquent. Les servants s'extirpent des cabines directement dans la boue, sous les balles. Certains tombent et ne se relèvent plus, fauchés par une rafale. Les autres rampent vers les vérins. Il faut déployer les véhicules. Dans l'étroite rue du village, les camions de 7 mètres s'agitent comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Les conducteurs arrachent les leviers de vitesse, reculant, brisant les clôtures, écrasant les jardinets. Les véhicules se mettent en travers de la route, se bloquant mutuellement le passage, mais libérant les secteurs de tir. Baissez les rampes, parallèles au sol. Les vis des mécanismes de levage grincent. Les rails de guidage, qui regardent habituellement le ciel, s'abaissent. Ce ne sont plus des obusiers. Ce sont maintenant des fusils de chasse géants, braqués à bout portant sur les lignes allemandes qui sortent des maisons. Les Allemands voient ces étranges structures. Ils cessent le feu une seconde, stupéfaits. Ils veulent prendre cette arme miracle intacte. On entend des cris en allemand. Ne pas tirer sur les véhicules, prendre l'équipage. C'est leur erreur. Cette seconde d'hésitation leur coûte la vie. Feu! Flerov n'attend pas la salve de toute la batterie. Chaque véhicule tire seul, dès qu'il est prêt. La première installation tressaille. Des jets de gaz brûlant frappent le sol, soulevant des nuages de vapeur et de cendres. Les roquettes quittent les rails, non pas selon une courbe balistique, mais presque horizontalement. À une distance de 200 mètres, la balistique de la roquette M13 devient une absurdité. De lourds cigares remplis de TNT percutent les isbas, les granges, les blindés allemands, sans même avoir eu le temps d'atteindre leur vitesse maximale. Mais l'énergie cinétique suffit pour traverser un mur de rondins de part en part. Les fusées détonnent à l'intérieur des bâtiments. Le village de Bogatyr se transforme en succursale de l'enfer. Les explosions de lourds obus explosifs réduisent les maisons en petits bois. Les rondins en feu volent comme des allumettes. L'infanterie allemande, qui célébrait déjà la victoire, se retrouve à l'épicentre d'une tornade de feu. Ceux qui étaient dans la rue sont balayés par l'onde de choc et criblés d'éclats. Ceux qui se cachaient dans les maisons sont ensevelis sous les décombres. Mais c'est l'agonie. Les munitions s'épuisent instantanément. Il n'avait que quelques roquettes par tube. Le dernier grondement de fusée s'éteint, laissant derrière lui le crépitement des incendies et les hurlements des blessés. La batterie a fait son travail, l'ennemi est repoussé, mais pas détruit. L'anneau n'est pas brisé. De l'obscurité, les mitrailleuses recommencent à tirer. Maintenant, les Allemands ne ménagent plus le matériel. Ils ont compris qu'ils ne prendraient pas de trophées. Ils veulent tout détruire. Le moment de vérité arrive. Celui pour lequel des caisses de 30 kilos de TNT sont suspendues au châssis. Flerov est blessé. Il presse sa main contre son flanc, sentant le sang chaud et poisseux. Mais sa conscience fonctionne clairement, comme un chronomètre. Il fait le tour des véhicules. À la lueur de l'incendie, sa silhouette ressemble à une ombre noire. « Préparez la destruction !» râle-t-il. « Mèche !» Le circuit électrique de mise à feu peut être coupé par les balles. Le plus sûr, c'est la mèche lente. Les chefs de pièce ouvrent les caisses. L'odeur d'explosifs humides se mêle au brûlé. Les mains tremblent, mais font le travail habituel. Insérer le détonateur, allumer la mèche. Temps de combustion, quelques secondes. Ce n'est pas une simple destruction de matériel. C'est un suicide
au nom du secret. Les équipages n'ont pas de voie de repli. Dans leur dos, le marais, devant, un mur de feu. Certains combattants sortent des grenades, d'autres rechargent leurs armes personnelles. Ils accepteront le combat ici, aux roues de leur véhicule. « Fais sauter !» crie Flerov, se tenant près de l'installation de tête. Il ne part pas se mettre à l'abri, il reste pour s'assurer. La mèche siffle, rampant comme un petit serpent à l'intérieur de la caisse de TNT. L'explosion de 30 kg de trinitrotoluène, renforcée par les restes d'essence dans les réservoirs et les roquettes non tirées, n'est pas un flash. C'est une déchirure de la réalité. Le camion ZIS-6 cesse simplement d'exister en tant qu'objet matériel. La cabine est déchiquetée. Le lourd moteur d'une demi-tonne est projeté à des dizaines de mètres, comme une pierre de fronde. Les rails de guidage sont tordus en spirale, déchirés aux soudures, transformés en ferraille informe. L'onde de choc abat les poteaux télégraphiques et arrache les toits des maisons intactes. Ensuite détonne le deuxième véhicule, le troisième. La terre tremble comme lors d'un séisme. Une série de coups monstrueux se font en un fracas continu qui bouche les oreilles même à des kilomètres de là. Des boules de feu montent dans le ciel noir, éclairant la forêt d'une sinistre lumière pourpre. Le capitaine Ivan Flerov disparaît dans cet éclair. Son corps, comme celui de beaucoup de ses hommes, devient partie intégrante de cette dernière et plus terrible salve. Il a accompli la tâche principale. Le secret est préservé. L'ennemi n'aura rien, à part du métal tordu et fondu, dans lequel il est déjà impossible de reconnaître l'arme redoutable. Pas un seul rail intact, pas une seule roquette entière. Seulement des trous fumants et des morceaux de fer éparpillés dans la boue. Lorsque les mitrailleurs allemands, assourdis et commotionnés, osent enfin approcher du lieu des explosions, ils ne trouvent qu'un cimetière de technique. Les carcasses de camions en feu rappellent des squelettes de monstres préhistoriques. La chaleur est telle qu'il est impossible d'approcher à moins de 5 mètres. Une lourde odeur de caoutchouc brûlé, de TNT et de chair calcinée flotte dans l'air. Un officier allemand regarde un morceau de rail tordu en nœud qui dépasse du sol. Il lui donne un coup de botte. Le métal teinte en refroidissant. L'officier comprend. Ils ont perdu ce combat. Ils ont tué les hommes, mais ils ont laissé échapper la technologie. Le fantôme a disparu en claquant la porte, et ce claquement résonnera aux oreilles des survivants jusqu'à Berlin. La batterie du capitaine Flerov est morte, mais la Katyusha est restée vivante pour revenir avec des milliers de nouveaux tubes. 1942, Stalingrad. La géographie de la guerre s'est contractée à une étroite bande de terre le long de la rive droite de la Volga. Il n'y a plus de forêt pour se cacher, ni de route pour manœuvrer. Il n'y a ici que des ruines, du béton et le fleuve dans le dos. La mort du capitaine Flerov 1 an plus tôt n'a pas enterré l'arme, elle a seulement donné le temps à sa multiplication. Au lieu de 7 machines expérimentales, ce sont maintenant des régiments de mortiers de la garde qui opèrent. Mais à Stalingrad, la philosophie même de leur emploi change. Le général Tchouikov et le colonel Erokin, commandant l'artillerie, se heurtent à une impasse tactique. La distance entre les positions soviétiques et allemandes s'est réduite à un jet de grenade. 50 mètres, 30, parfois l'épaisseur d'un seul mur de briques. Utiliser l'artillerie lourde classique est impossible. Le risque de toucher les siens est trop grand. Il faut une précision chirurgicale. Mais les Katyushas ne l'ont pas. Les Katyushas n'ont qu'une surface de destruction. Alors, ils décident de changer la garniture de la mort. De nouvelles munitions arrivent sur le front. Les indices sur les bordereaux ne disent rien aux profanes. Mais pour un chimiste, c'est une condamnation pour tout ce qui vit.
des obus à la termite. À l'intérieur de l'ogive, pas simplement de l'explosif. Il y a un mélange de poudre d'aluminium et d'oxyde de fer, de la simple chimie scolaire élevée à l'absolu du meurtre industriel. Lors de l'allumage, ce mélange n'explose pas, il brûle. Température de combustion, 2200 degrés Celsius. Pour référence, l'acier fond à 1500 degrés. Le béton s'effrite et coule à 2000. La chair humaine s'évapore instantanément, ne laissant sur les pierres qu'une trace noire et grasse de carbone. Les installations BM13 sont sur la rive gauche de la Volga, en sécurité. Leur tâche est de projeter la mort par-dessus le fleuve, soutenant la garnison accrochée aux ruines de la ville. La trajectoire de vol des projectiles est raide, presque verticale. Ils partent dans le ciel gris d'automne pour s'abattre quelques secondes plus tard sur les rues que les Allemands considéraient déjà comme les leurs. Secteur du silo à grains. Une tour de béton géante dominant la ville. C'est une forteresse, à l'intérieur de laquelle sont enfermés les restes de l'infanterie de marine soviétique. Les Allemands sortent de toutes les fissures comme des fourmis. Ils amènent des canons d'assaut, des lance-flammes. La situation est critique. Les Marines transmettent des coordonnées par radio. Ce ne sont pas les coordonnées de l'ennemi, ce sont leurs propres coordonnées. Volga, ici Granit. Allemand au premier étage. Allemand dans les entrepôts. Je demande le feu sur ma position. Carré 12-40. La boîte est pleine. Granit, ici Volga, confirme, c'est ton secteur. Je confirme, brûlez tout. Vite, sinon ils vont nous écraser. Sur la rive gauche, le commandant de batterie regarde la carte. Le carré 12-40, c'est le silo lui-même et le territoire adjacent. Il sait ce qu'est la termite. Il sait ce qui va se passer. Mais les ordres sont les ordres. Hausse 108, tube 20, à la termite, salve. De nouveau ce hurlement. Mais maintenant il sonne différemment. Il se répercute sur l'eau, amplifié par l'acoustique de la vallée fluviale. Des dizaines de fusées passent au-dessus de la Volga, laissant des traînées de fumée. L'impact des obus à la termite ne ressemble pas à celui des explosifs. Pas de fracas brisant qui fait éclater les tympans. Il y a un son semblable à un soupir géant, se transformant en sifflement de poêle chauffée à blanc sur laquelle on aurait jeté de l'eau. Les projectiles éclatent en l'air et à l'impact, dispersant des milliers d'éléments en feu. Ce n'est pas du feu au sens habituel, c'est de la lumière liquide. Les gouttes de termite en fusion percent les casques comme du papier. Elles percent le blindage des transports de troupes allemands, coulant à l'intérieur du véhicule et enflammant les munitions et le carburant. Éteindre la termite est impossible. L'eau se décompose instantanément en hydrogène et oxygène, ne faisant qu'amplifier la combustion. Le sable n'aide pas. Le mélange brûle le sable, le transformant en verre. La rue autour du silo se transforme en rivière de feu. L'asphalte s'embrase. L'infanterie allemande, qui une seconde plus tôt se préparait à l'assaut, tombe dans le piège. Les hommes se transforment en torches vivantes. Ils courent, essayant d'éteindre les flammes. Mais les flammes s'incrustent dans la chair. Les cris sont couverts par le grondement de l'incendie. L'air brûle. L'oxygène manque pour respirer. Les poumons sont brûlés à chaque inspiration de suspension incandescente. « Je vois l'impact !» crie le correcteur dans le combiné. « Ça brûle, tout brûle. Les chars sont arrêtés. L'infanterie recule. » La vue depuis les meurtrières du silo est apocalyptique. Autour de la tour fait rage une mer de feu dans laquelle fond l'offensive allemande. Les combattants soviétiques, barricadés aux étages supérieurs, sentent la chaleur à travers les murs de béton. Mais la termite a coupé l'ennemi.
Le mur de feu a créé une paroi que ne peut franchir aucun organisme vivant. Le BM-13 à Stalingrad a cessé d'être simplement de l'artillerie. Il est devenu un instrument de terraformation. Il changeait le paysage, transformant les quartiers urbains en décors lunaires recouverts d'une croûte de scories vitrifiées. Au quartier général de Tchoukov, on comprend, c'est cruel. Frapper avec de tels obus dans une zone urbaine signifie ne pas laisser pierre sur pierre. Mais Stalingrad n'est pas un lieu pour l'humanisme. C'est un lieu où la physique de la destruction dicte les conditions de survie. « Déplacez le tir !» ordonne le colonel Erokin. « Carré 13-0. Concentration de matériel dans le ravin. Rechargement. » Les chargeurs, s'arrachant les ongles, traînent les obus lourds et glissants de graisse. 50 kilos chacun. Norme de rechargement, 5 minutes. Ils le font en 3. L'adrénaline remplace la force. Ils savent que là-bas, de l'autre côté du fleuve, leurs camarades attendent ce feu comme un salut. Nouvelle salve. Nouveau gémissement de métal. Les tankistes allemands dans le ravin entendent ce son. Ils savent ce que c'est. La panique sur les ondes des radios de chars allemands cède la place à des cris animaux. Les écoutilles claquent, les moteurs rugissent, essayant de sortir les véhicules de la zone de destruction. Mais les chenilles n'ont aucune chance contre la vitesse de la fusée. Les obus couvrent le ravin. L'effet d'espace clos amplifie la température. Le char Panzer III n'est pas percé par les éclats, mais quand un morceau de thermite en feu tombe sur le compartiment moteur, le moteur cale. Les bandages en caoutchouc des galets coulent en une bouillie noire. L'équipage suffoque dans la fumée. Ils ouvrent les écoutilles pour respirer et laissent entrer la chaleur d'un four. La bataille de Stalingrad broie les hommes, mais elle forge aussi une nouvelle tactique. Le barrage de feu. L'accompagnement de l'infanterie par un mur d'explosion. Si auparavant l'artillerie travaillait sur des points, désormais les Katyusha travaillent sur des surfaces, brûlant des couloirs pour la contre-offensive. La nuit, la lueur au-dessus de Stalingrad est visible à 40 km. Ce ne sont pas seulement des maisons qui brûlent, c'est le fer, la terre et l'histoire même de l'ancienne guerre qui brûle. C'est dans la place à une nouvelle ère, l'ère de la destruction technique totale. Et au centre de ce brasier, de simples rails en profilé, soudés à des châssis de camions, qui envoient par-dessus le grand fleuve leurs salutations incandescentes. Juillet 1943, l'arc de Koursk. La steppe près de Prokhorovka ne fait pas que brûler, elle vibre. La chaleur est telle que l'air tremble au-dessus des blindages, déformant les silhouettes. La poussière, une fine poussière de l'œuf, âcre, bouche tout. Les narines, les filtres des moteurs, les culasses des canons. La visibilité tombe à 100 mètres, mais ce n'est pas du brouillard. C'est une suspension de terre soulevée dans le ciel par des milliers de chenilles et les explosions. Ici, sur la face sud de l'arc, la Wehrmacht abat son atout majeur. Les chars lourds, Tigre. 56 tonnes d'acier allemand, 88 mm de calibre, une optique Zeiss permettant de tuer à 2 km. Pour l'artillerie anti-char soviétique, c'est un problème. Les obus de 45 mm ricochent sur le blindage frontal du Tigre comme des poids sur un mur. Même les canons de 76 mm des tueurs de fauves sont obligés de laisser approcher ces monstres à distance de pistolet pour avoir une chance de percer. Le coin blindé allemand, le Panzerkeil, avance inexorablement. Les véhicules lourds forment la pointe. Derrière eux s'ouvrent en éventail les chars moyens et les transports de troupes. C'est la machine de percée idéale. Il semble physiquement impossible d'arrêter cette avalanche de métal. L'infanterie dans les tranchées se plaque au fond, sentant dans son dos la terre trembler. Ce n'est pas le tremblement des moteurs, mais celui du poids de la mort qui avance. C'est alors qu'on introduit dans l'équation du combat
une variable qui n'est écrite dans aucun manuel tactique allemand. L'ordre du commandant du front est sec et dur. Utilisez les mortiers de la garde sur les concentrations de blindés. Cela sonne comme de la folie. La roquette M13 est une munition à haut pouvoir explosif. Elle est conçue pour déchiqueter la force vive et détruire les fortifications en bois. Elle n'a pas de noyau perforant. Elle n'est pas à charge creuse. Selon les lois de la balistique, elle ne peut pas percer 100 mm d'acier cémenté Krupp. Mais la physique de l'explosion a ses nuances. Le bataillon de Katyushas se déploie directement dans le champ, dans les hautes armoises. Pas de camouflage, pas le temps. Les pointeurs tournent les volants, abaissant les rampes de guidage à l'angle d'élévation minimale. Ils vont tirer presque à tir direct, mais avec une trajectoire courbe. L'objectif est de couvrir la zone sur laquelle rampe le troupeau d'acier. Repère 2, bosquet rond. Distance 3000. Tir rapide. L'ordre se noie dans le rugissement des diesels de chars venant en sens inverse. Salve. Le ciel au-dessus de Prokhorovka se déchire en deux. Des centaines de queues de feu partent dans le trouble poussiéreux. En quelques secondes, l'horizon disparaît dans un mur continu d'explosions. Que se passe-t-il quand un projectile de 42 kg, portant 5 kg d'explosifs, frappe un char de 50 tonnes? Il ne perce pas le blindage. Il fait pire. L'onde de choc de l'explosion d'une telle quantité de TNT sur la surface du blindage agit comme un marteau de forge géant. Les soudures ne résistent pas. Si le projectile touche la tourelle ou près de l'anneau de roulement, la pression monstrueuse arrache la tourelle de ses fixations. La lourde structure d'acier de plusieurs tonnes se déplace de quelques centimètres, se bloquant définitivement. Le mécanisme de rotation se transforme en bouillie d'engrenage. Le char, qui une seconde plus tôt était une machine mortelle, se transforme en casemate immobile avec un secteur de tir fixe. Mais ce qui se passe à l'intérieur est encore plus terrible. Le blindage arrête les éclats, mais il transmet parfaitement l'onde sonore et la vibration. L'équipage à l'intérieur du Tigre se trouve dans une boîte en acier close. Lors d'un impact direct d'explosifs sur la tourelle, les hommes ne reçoivent pas de blessures par éclat. Ils reçoivent une commotion par effet de souffle interne. Un choc d'une telle force que le sang gicle des oreilles et du nez. Un voile rouge inonde les yeux. Les organes internes subissent un choc hydrodynamique. Le mécanicien conducteur perd connaissance à cause de la surcharge, s'effondrant de tout son poids sur les leviers. Le chargeur tombe sur le plancher du compartiment de combat, incapable de comprendre où est le haut et où est le bas. Le char est intact à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est mort. L'équipage est vivant, mais mis hors de combat, réduit à l'état de légumes. « Cible couverte !» hurle le pointeur, pressant ses jumelles contre ses yeux. « Regarde, ça lui a tordu le cou !» Dans le nuage de poussière, on voit le Tigre de tête tressauter et se figer. Sa tourelle regarde quelque part sur le côté et vers le bas, comme un coup brisé. Un autre projectile explose sous une chenille. Les patins massifs, conçus pour le tout-terrain, volent en éclats. La roue motrice est arrachée avec la chair. Le char pivote par inertie, exposant son flanc mince au coup des canons anti-chars. Ce n'est pas du tir de précision. C'est assommer le poisson à la dynamite sur toute la zone. La formation allemande se brise. Les chars commencent à s'agiter. Ils deviennent aveugles. Les explosions emportent l'équipement extérieur. Antennes, périscopes, viseurs. Le commandant du bataillon de chars allemands perd le contrôle. Dans les écouteurs, il n'y a que des grésillements et des appels à l'aide. La machine bien huilée de la Wehrmacht, fonctionnant comme un organisme unique, se désagrège en équipage isolé et effrayé, enfermé dans des boîtes d'acier au milieu d'une tempête de feu. Encore une salve. Avant qu'ils ne reprennent leurs esprits, la deuxième frappe achève la logistique de l'attaque. Les transports de troupes avec l'infanterie, suivant les chars,
disparaissent simplement. Le blindage léger des Hanomag est enfoncé vers l'intérieur par l'onde de choc, transformant les soldats en viande hachée. L'infanterie, privée de blindage, se terre, mais il n'y a pas de salut. Les éclats fauchent l'armoise avec les hommes. Et à ce moment, alors que le coin allemand est brisé et désorienté, à travers le rideau de fumée créé par les explosions des Katyusha, les 34 soviétiques partent en contre-attaque. Cela ressemble à une scène sortie des enfers. Du mur de fumée noire et de feu surgissent des machines vertes avec des étoiles rouges sur les tourelles. Elles se rapprochent des Tigres à distance d'éperonage. Maintenant, elles ont l'avantage. Les géants allemands sont commotionnés, leurs optiques brisées, leur infanterie coupée. Les tankistes soviétiques fusillent les flancs des bêtes à bout portant, profitant du chaos créé par les mortiers à réaction. Dans la cabine du BM-13 règne une odeur de peinture brûlée. Les rails ont chauffé à cause de la cadence de tir. « Alors, comment vous trouvez ça, les chapelets ?» ricane le chef de pièce en essuyant la suie de son visage. « Vous vous êtes étouffé ?» Ce fut un tournant non seulement dans la bataille, mais aussi dans la psychologie. Le mythe de l'invulnérabilité des Tigres a été dissipé non seulement par les obus perforants, mais aussi par la force brute et concentrée de l'explosif. Il s'est avéré que même l'acier allemand le plus parfait ne peut abolir les lois de la physique. Si on le frappe avec un marteau assez gros, le mécanisme à l'intérieur se brisera. Et ce marteau, ce furent les Katyusha. Sur le champ près de Prokhorovka, des centaines de véhicules finissent de brûler. Une fumée noire monte verticalement dans le ciel sans vent. Parmi eux se dressent les Tigres, extérieurement presque intacts, sans trous dans le blindage, mais avec des écoutilles arrachées, des canons tordus et des équipages morts à l'intérieur. Des monuments à ce qui se passe quand la précision de l'ingénierie rencontre la fureur absolue de la destruction de zones. Les équipages des installations à réaction se replient. Leur travail ici est terminé. Ils ont fait perdre la tête à l'ennemi, au sens propre, comme au figuré. Avril 1945. Les hauteurs de Selo. Ultime ligne avant la tanière de la bête. Ici, la guerre perd définitivement ses traits de duel ou de manœuvre tactique. Elle se transforme en violence pure, distillée, à l'échelle industrielle. L'évolution commencée avec 7 camions solitaires près d'Orca a atteint son sommet logique et monstrueux. Si en 1941, la Katyusha était un prédateur rare, c'est maintenant une meute qui obstrue l'horizon. Dans les forêts devant l'Oder, ce n'est pas une batterie, ni même un régiment qui se tient. C'est toute une armée d'artillerie à réaction qui est concentrée ici. La densité de tubes au kilomètre de front dépasse toutes les normes imaginables de la science militaire. Les Allemands sur les hauteurs savent ce qui les attend. Mais le savoir ne sauve pas du tsunami. 3 heures du matin, heure de Berlin. L'obscurité avant l'aube est dense, froide. Dans cette obscurité se cachent 400 lanceurs, alignés en une ligne gigantesque. Ce ne sont plus seulement les vieux BM-13 sur châssis ZIS-6 ou sur des Studebaker américains. Ce sont aussi les lourds BM-31, surnommés Andriusha, qui propulsent dans le ciel des projectiles de 300 kg directement depuis des cadres en bois posés au sol. Le silence est trompeur. On y entend la respiration de milliers d'hommes et le tic-tac des trotteuses sur les montres des commandants. Synchronisation. Voilà le mot-clé de cette nuit. La salve ne doit pas être séquentielle, mais simultanée. Le coup doit être unique pour saturer la réalité. Clé sur départ. L'ordre passe par les fils téléphoniques dans des centaines de cabines en même temps. Rotation de la clé de contact, étincelle, rugissement. Ce n'est pas le son d'un coup de feu. C'est le son de l'atmosphère qui se déchire. 6000 roquettes partent dans le ciel en l'espace d'1 minute. Imaginez un train de marchandises chargé d'explosifs qui percuterait l'air à une vitesse supersonique.
Le ciel au-dessus de l'Oder change instantanément de couleur. Il ne devient pas simplement rouge, il devient blanc aveuglant à cause des milliers de moteurs à propergol solides en action. La nuit disparaît, les ombres disparaissent. Il ne reste que la lumière et le rugissement qui font vibrer l'eau du fleuve et s'effriter la terre dans les tranchées à des kilomètres de là. La physique d'une frappe massive diffère qualitativement d'une salve isolée. Lorsque des milliers d'ogives détonnent simultanément sur une surface de quelques kilomètres carrés, il se produit un effet de superposition des ondes de choc. Elles ne s'annulent pas, elles s'additionnent. Une zone de surpression apparaît où l'air se transforme en corps solide. La première ligne de défense allemande sur les hauteurs de Zelo cesse simplement d'exister en tant qu'ouvrage d'art. Il ne reste plus de tranchées. Il ne reste plus d'abris. Les casemates en béton, conçus pour résister aux coups directs d'obusiers, sont arrachés de terre comme des souches pourries. Les dalles de plusieurs tonnes éclatent. La terre vole en l'air à des dizaines de mètres de hauteur, se mêlant aux barbelés, aux mines, aux armes et aux corps des soldats. Ce n'est plus une guerre d'infanterie contre infanterie. C'est un cataclysme géologique déclenché par la pression d'un bouton. Après la rafale de feu, le commandement soviétique allume 140 puissants projecteurs de DCA pour aveugler l'ennemi et éclairer l'attaque. Mais ce plan se heurte aux conséquences du travail des Katyusha. Le mur de fumée, de poussière et de suie soulevé par les explosions est si dense que les faisceaux des projecteurs s'y enlisent, ne perçant pas les ténèbres. Le soleil, quand il aurait dû se lever, n'est pas visible. Le jour commence dans un crépuscule créé par la suspension d'1 million de tonnes de terre labourée. Dans les bunkers de la deuxième ligne de défense, où l'onde de choc est arrivée affaiblie, les officiers allemands tentent de rétablir la liaison. Pas de liaison. Les fils se sont évaporés. L'éther radio est saturé de craquements statiques dus à l'ionisation de l'air. La garnison de Berlin, assise à l'arrière, sent ce coup par la semelle de ses bottes. Le tremblement de terre atteint les sous-sols du Reichstag. C'est un chaos psychologique. « Rapportez la situation !» hurle un général allemand dans le combiné du téléphone de campagne. « Il n'y a pas de situation, Herr Général !» répond une voix du front, pleine d'une terreur animale. La première ligne n'existe plus. Le paysage a changé. Nous ne voyons plus de repères. Nous voyons seulement un mur de feu qui avance sur nous. Les dialogues des artilleurs soviétiques à ce moment sont brefs et techniques. Aucune jubilation. Seulement la fixation des paramètres. Chargeur vide, rechargement, correction 0. On travaille sur zone. Tube en surchauffe. Refroidissement 2 minutes. Ils regardent l'œuvre de leurs mains sans émotion. Ils sont trop fatigués par 4 années de guerre. Pour eux, cet enfer de feu est simplement un travail de qualité bien exécuté. 6000 obus livrés au destinataire. Pas besoin d'acte de réception. Le résultat est visible à l'œil nu. Là où il y avait des fortifications, il y a maintenant un champ plat et fumant, propice au passage des armées de chars. C'est une symphonie de destruction dans laquelle la Katyusha joue le premier violon. Le fracas est tel que les hommes communiquent par gestes. Les cordes vocales sont inutiles. Mais les mots ne sont pas nécessaires. Le langage de la force est compris de tous. Quand l'infanterie et les chars partent à l'attaque à travers la zone labourée, ils voient des tableaux surréalistes. Des chars ennemis retournés chenilles en l'air par l'onde de choc sans impact direct. Des arbres privés de branches et d'écorces dressés comme des squelettes blancs. Et le silence. Un silence effrayant sur ces secteurs où, 1 heure plus tôt, se terraient des milliers d'hommes armés. Il n'y a plus personne pour résister. Ceux qui ne sont pas morts des éclats sont morts de barotraumatisme ou sont devenus fous à cause du son qui a fendu le ciel. L'opération de Berlin fut l'apothéose de l'ère des roquettes.
La quantité s'est transformée en qualité de destruction absolue. La batterie de Flerov, près d'Orcha, avait montré que c'était possible. L'armée près de Berlin a montré que c'était inévitable. Les orgues de Staline ont joué leur accord final et les notes de cette musique ont été coulées dans la fonte et le TNT. La route de Berlin n'a pas été percée, elle a été brûlée jusqu'au sol, dégagée par un bulldozer de feu qui n'avait pas de frein. Mai 45 a apporté le silence. Pour les artilleurs, c'était la sensation la plus étrange, l'absence de recul. 4 ans durant, l'air a tremblé, la terre a vibré, et les oreilles se sont habituées à la pression constante de l'onde sonore. Et soudain, le vide. Un silence dans lequel on entend le chant des oiseaux qui semble irréel, trompeur, comme avant la salve la plus terrible, la finale, qui n'a finalement pas retenti. Mais la guerre était finie. Le temps de l'archéologie de la mémoire et de l'analyse technique commençait. L'histoire de la batterie expérimentale du capitaine Flerov ne s'est pas terminée dans le chaudron de feu près du village de Bogatyr. Elle est simplement entrée dans le sol pour germer à travers les décennies. Les chercheurs, venus dans ces forêts des années plus tard, cherchaient du métal. Ils cherchaient des douilles, des casques, des carcasses de véhicules. Mais ce qu'ils ont trouvé sur le lieu du dernier combat ne cadrait pas avec l'image habituelle d'un champ de bataille. L'explosion de 30 kg de TNT sur chaque véhicule, multipliée par la détonation du carburant des roquettes, n'a pas laissé de gros fragments. Les IS-6 se sont évaporés. Le métal a été déchiré en molécules, pulvérisé, mêlé à la terre. On aurait dit que la nature elle-même s'était efforcée d'effacer la cicatrice laissée par 7 secondes d'enfer. Mais la physique de l'explosion a laissé un monument unique. Un monument qu'aucun sculpteur n'aurait pu imaginer. Au fond de la forêt, au bord de cette même clairière, se dresse un vieux tremble. Épais, noueux, ayant survécu à des dizaines d'hivers. De son tronc, à hauteur d'homme, dépasse un morceau de métal rouillé et défiguré. Ce n'est pas un éclat d'obus, c'est un fragment de rail de guidage d'un lanceur BM-13. L'onde de choc en 41 possédait une telle énergie cinétique qu'elle a projeté ce profilé en double T comme une lance. Le morceau d'acier émoussé et lourd a frappé l'arbre, alors jeune, avec une telle force qu'il l'a transpercé de part en part, mais sans le briser. Le fer s'est fiché dans la chair vivante. Les années ont passé, l'arbre a grandi, l'écorce a cicatrisé la plaie, les fibres du bois ont enveloppé le métal, le serrant comme dans un étau. L'acier a poussé dans le bois, le vivant a absorbé le mort. C'est la meilleure illustration du sort de la batterie. Le fer de la guerre est devenu partie du paysage, partie de la terre même qu'il défendait par la méthode de la terre brûlée. Ce morceau de rail en dira plus long à un ingénieur que des tomes de rapports. Il parle de la brisance de l'explosif qui a réduit l'installation en poussière pour que l'ennemi ne récupère ni plan ni vis. Il dit que le secret a été préservé au prix d'une autodestruction absolue. Des hommes ont survécu. De cet enfer près du village de Bogatyr, 46 hommes sont sortis pour rejoindre les leurs. Épuisés, commotionnés, ayant traversé les marais et les arrières allemands. Leur chemin n'était pas jonché de fleurs. La sortie d'encerclement suscitait toujours des questions de la part des services spéciaux. Où est le matériel? Pourquoi êtes-vous vivant? Pourquoi ne vous êtes-vous pas tiré une balle? La mention « secret » est restée suspendue au-dessus d'eux comme une épée de Damoclès pendant de longues années. Ils signaient des engagements de non-divulgation. Ils se taisaient sur la façon dont brûlait Orcha et dont fondait la terre près de Vyazma. L'exploit du capitaine Ivan Flerov est resté longtemps dans l'ombre. Dans les listes des pertes, il figurait comme
portée disparue. Dans la bureaucratie militaire de l'époque, c'était une formulation glissante, frisant souvent le soupçon. On ne lui a pas érigé de monument, on n'a pas écrit sur lui dans les journaux. Le pays avait besoin de héros vivants ou de martyrs morts avec une tombe compréhensible. Et Flerov n'avait pas de tombe. Il avait un cratère envahi par l'herbe. La justice, comme un obus d'artillerie, vole parfois longtemps, mais frappe avec précision. Ce n'est qu'en 1995, un demi-siècle après la victoire, que le titre de héros de la Fédération de Russie a été décerné au capitaine Ivan Andreevitch Flerov, à titre posthume. La reconnaissance que sa décision de faire sauter la batterie n'était pas un acte de désespoir, mais un acte de la plus haute responsabilité professionnelle. Il n'est pas simplement mort, il a accompli sa mission de combat jusqu'à la dernière milliseconde de sa vie. Mais le véritable héritage de Flerov, ce ne sont pas les étoiles sur les épaulettes, ni les dalles de granit. Son héritage est dans l'évolution de la pensée technique. Le BM-13 n'est pas entré dans l'histoire, il est devenu l'ancêtre de toute une classe d'armement. Regardez les systèmes modernes de lance-roquettes multiples, le BM-21 Grad, 40 tubes au lieu de 16, temps de salve complète 20 secondes, surface de destruction 14 hectares et demi, Ouragan, Smerch, Tornado. Les calibres augmentent, 300 mm. La portée de tir dépasse les 100 km. Des munitions intelligentes qui cherchent elles-mêmes leur cible. Des blocs à sous-munitions couvrant les aérodromes. Mais à la base de ces complexes numériques ultra sophistiqués repose la même idée simple, brute et efficace que Flerov testait près d'Orcha. L'idée d'une frappe de zone soudaine et massive. L'idée de la mobilité. Arriver, effacer les coordonnées de la carte, reparti. Le code génétique de la Katyusha vit dans chaque tube de guidage des LRM modernes. Le principe du rail sur camion s'est avéré éternel, comme la Kalachnikov. Les technologies ont changé. Au lieu de goniomètres primitifs, la navigation par satellite. Au lieu de vérins manuels, l'hydraulique. Au lieu d'un feu de zone aveugle, des trajectoires corrigées. Mais l'essence est restée la même. Ce n'est pas une arme de duel. C'est une arme pour changer la réalité. Une arme qui rappelle à l'ennemi « Tu peux te cacher d'une balle, tu peux t'abriter d'une bombe, mais tu ne peux pas te cacher d'une tempête de feu mathématiquement précise. » Ce vieux tremble dans la forêt près de Vyazma est toujours debout. Le rail rouillé se dégrade lentement sous les pluies et la neige, s'oxydant et retournant à la terre en coulées rousses. Mais la mémoire du métal est plus solide que la mémoire humaine. Les 7 secondes de la première salve près d'Orcha se sont étirées sur des décennies. L'écho de ce hurlement, qui rendait fous les soldats allemands, résonne encore aujourd'hui sur les polygones de tir. C'est le bruit d'un travail lourd, le son de la physique mise au service de la défense. La guerre, c'est de la boue, du sang et du fer brûlé. Il n'y a pas de romantisme là-dedans. Il n'y a que des tâches et des moyens de les résoudre. Le capitaine Flerov et son équipe ont résolu leurs tâches. Ils ont transformé une machine expérimentale en légende, et leur propre vie en paiement pour cette légende. Ils ne demandaient pas la gloire. Ils faisaient simplement en sorte que pendant 7 secondes, le ciel devienne feu, et que la terre sous les pieds de l'ennemi cesse d'être ferme. Et si un jour vous vous trouvez dans une forêt calme et voyez un arbre avec une cicatrice de métal, ne cherchez pas de belles paroles, taisez-vous simplement. Le silence est la meilleure récompense pour ceux qui ont passé toute leur vie dans le fracas des moteurs à réaction. Le secret est gardé, les cibles sont détruites, l'équipe a terminé son travail.